Donc, en gros, c'est l'intérêt de minimiser la variation pour les questions méthodologiques, on en a parlé. Et alors, le deuxième point qui est ici, qui est le premier dont je vous parlais ici, on va vraiment y revenir parce que c'est fondamental. Si vous n'essayez, encore une fois, j'insiste, encore une fois, que de diminuer la variance, ça peut se faire en détruisant l'organe de réglage. Et donc, il y a évidemment un compromis à faire. Quand vous voyez des publications, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient académiques, pour lesquelles vous vendez le mérite d'un nouveau modèle de régulation, d'un paramètre de régulation, et qu'il n'y a que la consigne et la mesure, et qu'on vous compare un avant-après, vous regardez ça, vous le déchirez et vous le foutez à la poubelle. Ça n'a aucun intérêt de regarder une régulation sans regarder l'organe de réglage. Comparer de régulation, je veux dire, ou de tuning de régulateur, que ce soit de nouvelles structures de réglage ou au niveau tuning, regarder, comparer les performances en ne regardant que consignes et mesures, sans regarder l'organe de réglage, c'est une erreur de principe. Vous devez refuser ça parce que ça peut vous pousser à faire un truc qui est complètement foireux sans qu'on s'en rende compte. Et d'ailleurs, c'est tellement important que quand on fait une synthèse de régulateur de manière un peu plus intéressante, enfin, bonne synthèse de régulateur, on tient compte directement de cet aspect-là, donc l'agressivité sur l'organe de réglage dans la synthèse du régulateur. C'est ce qu'on appelle faire de la commande robuste ou H à finir. On va le faire avec les autos dans quelques semaines, mais pour les EM, c'est un truc très simple. L'idée de base, c'est fondamentale, c'est qu'on résout un problème d'optimisation, mais qu'il y a deux termes. Un terme qui gère à améliorer le suivi de consigne, donc diminuer la résultat d'opération, donc diminuer la variance, et un autre terme qui gère l'agressivité de l'organe de réglage ou l'énergie mise dans l'organe de réglage. Pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu ça l'idée. Et on essaie d'optimiser avec un compromis entre les deux. Si on ne fait pas ça, on risque encore une fois d'avoir une régulation qui paraît très bonne, très rapide, très serrée, qui en fait est à la foutre dans la poubelle, parce que l'organe de réglage ne saura jamais suivre. Donc soit ça ne marchera pas du tout en vrai, soit ça marchera, mais après une heure, on vous appelle parce que l'installation est à la poubelle, parce qu'on a tout pété. Donc ça, c'est vraiment la remarque importante sur à quel coût, quel est le compromis qu'on doit essayer de trouver entre la qualité de la régulation en regardant le PV et l'effet que ça a sur le MV. Alors, essayer de diminuer ça, mais pourquoi est-ce que c'est compliqué finalement? Donc, on vient de le dire, il y a un premier élément qui est le compromis, mais qu'est-ce qui fait que des fois c'est compliqué de diminuer la régulation? Il y a des systèmes qui sont complexes. Quels sont les systèmes qui sont les plus difficiles à contrôler, serrer? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, j'ai quasiment déjà tout dit tout à l'heure. Quels sont les systèmes dont la dynamique est assez complexe? Ne regardez pas le slide. Ça va arriver dans un... Oui, mais je vais l'introduire autrement, parce que ça ne répond pas vraiment à ma question. Non, le système lui-même, la dynamique du système. Quelles sont les dynamiques du système complexes à contrôler, et donc pour lesquelles vous savez que si vous essayez d'aller vite, vous risquez d'aller en instabilité. Les systèmes complexes à contrôler d'un point de vue dynamique, complexe mais encore linéaire. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans une boucle fermée? Du délai, voire encore pire que du délai. Ouais, délai et tendance à la même chose. Non, les systèmes instables, naturellement, ça ne veut pas dire qu'ils sont compliqués à réguler. Un système instable, naturellement, c'est une cuve. Une cuve, c'est instable naturellement. Ça ne pose pas trop de problèmes à réguler, il n'y a pas de délai. La stabilité naturelle du système n'est pas vraiment un critère. Qu'est-ce qui est pire qu'un système avec un délai? Ouais. Non, on parle de la dynamique d'un système. Quels sont les éléments dans la dynamique d'un système? Il faut qu'il est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme éléments dans la dynamique d'un système? Ici aussi, on peut anticiper, on va discuter des principaux éléments dynamiques. Si vous devriez faire à partir d'une fonction de transfert, des petits paquets qui les catégorisent, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et faire des différences. Une autre manière, c'est d'essayer de prendre tous les systèmes possibles, les plus petits possibles. Comment est-ce que vous allez décomposer un système en plusieurs petits sous-systèmes, en une série d'un autre? C'est la partie statique, qui est le cœur, un gain. Puis, chacune des parties stables avec les constantes de temps réelles. Puis, chacune des parties stables avec les constantes de temps complexes conjuguées. Et puis, il y a les zéros qui viennent quelque part. D'accord? Et puis, il y a le temps mort. Donc, on a parlé du temps mort, on a parlé des systèmes instables, on n'a pas encore parlé des zéros. Qu'est-ce qui fait que les zéros sont des fois très vicieux dans une boucle fermée? S'ils sont instables, ils peuvent produire une réponse. Oui, alors on va toujours dire instable entre guillemets, parce que c'est par analogie au pôle qu'on dit 0 est instable. Un pôle ne peut pas rendre la boucle fermée instable.
ben, les zéros entre guillemets instables, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique dynamique? Si vous rentrez un échelon dans un système avec un zéro instable, ça fait, je reviens à la manière dont j'ai posé la question, ça fait pile plein temps mort, c'est quoi? Ça part dans l'autre sens. Donc on parle de système à non minimum de phase ou de système à départ inverse. Donc qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les régulations? Et le lien ici, c'est qu'est-ce qui va faire qu'à un moment on n'arrive plus à diminuer la variance, à accélérer la réjection de perturbation? Et bien typiquement le fait que vous avez un système avec un temps mort, donc si j'ai un step sur l'entrée de mon système, qu'à ce moment-là, ben, j'ai un temps mort avant que le système parte. Donc j'ai un certain temps pendant lequel ici il ne se passe rien. Et donc, on a discuté la fois passée, quand on a fait le petit rappel rapide sur les TU, TG que vous connaissez, la notion de réglabilité. Ben, quand on a un temps mort important, ça nous embête, parce que ça va du coup nous empêcher d'aller plus vite dans la régulation, du coup nous empêcher de diminuer la variance dont on parle. Et donc ça, c'est un frein à ça. Pire encore, c'est quoi? C'est quand le système part à l'envers avant de revenir par ici. C'est ce qu'on appelle des systèmes à zéro, entre guillemets, instables, des systèmes à non minimum de phase. Ce sont des systèmes pour lesquels le zéro est dans la partie instable du plan complexe conjugué. Quand on est en continu, en discret, on présentera ce que c'est plus tard, on a l'équivalent. Et donc ça, c'est aussi méchant pour ça. Hein. Vous avez votre régulateur qui essaie de faire monter la sortie, donc il ouvre la vanne, sauf que dans un premier temps, la sortie est diminue. Donc votre régulateur, c'est encore pire que le temps mort qui voit qu'il ne se passe rien. Il voit, mais ça va dans l'autre sens. Donc, il va pousser encore plus pour essayer de contrôler ça. Et donc, comme le temps mort, quand après cette dynamique-là est partie et que le système finit par enfin partir dans le bon sens, si vous avez mis un régulateur trop dynamique, vous avez essayé de compenser la première partie en poussant beaucoup trop, du coup, le système va finir par aller beaucoup trop haut. Avec des risques de dépassement, donc on doit revenir en arrière et on a le même problème qui se passe quand on essaie de revenir en arrière. Donc, c'est le même problème que le temps mort, mais encore pire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut finalement être limité pour la qualité de notre régulation? Ben, c'est typiquement ce genre de choses-là. Donc, si le système est trop compliqué, bien vous ne connaissez pas bien le système, et donc tout ça peut faire qu'on n'arrive pas à diminuer la biorégulation. D'autres choses, des interactions, etc., et de non-linéarité, j'en reparlerai dans un autre contexte. Ça, c'est bon, ce dont on a parlé. Alors, ce que j'ai dessiné, c'est possible d'illustrer comme ça, parce que ça fait une belle petite animation. Vous avez la tolérance au-dessus qui est ma variable de sécurité, entre guillemets, que je ne peux pas dépasser. Et donc, pour l'instant, vous voyez qu'on a une consigne pointillée verte constante et que la variance ben, est ce qu'elle est. Et donc, si j'arrive à améliorer la régulation, je peux monter ma consigne de manière à me rapprocher de la contrainte sans la dépasser grâce au fait que j'ai diminué la variance. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au tableau. Et donc, ça, c'est la même vision en distribution qui vous montre que ben, si vous avez votre variable limite, encore une fois, j'ai fait ça au tableau tout à l'heure, qui se trouve ici, et que vous voulez ne pas la dépasser, ou la dépasser de manière marginale à moins d'1%, eh bien, vous devez absolument aller mettre la consigne à une valeur telle que c'est la valeur à ne pas dépasser moins 3 sigma. Et donc, c'est clair que si on diminue si on améliore la qualité de la régulation, on diminue le cap type, on peut augmenter la consigne. C'est ce dont on a discuté tout à l'heure. Et quel est l'intérêt de le faire? Encore une fois, écologie, sécurité. C'est un peu comment on fait pour diminuer la variance dans le slide. Mais c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure avec un exemple plus classique, où j'ai dit, ben, faisons comme si notre perturbation, elle fait ça. C'est un exemple un peu con, les perturbations, elles ont une tête bien différente de ça, mais le lien avec ça, c'est que si vous avez votre consigne ici, donc on est d'accord que si j'ai ça, ben ça veut dire que ma consigne, elle va faire ah, perturbation, je reviens. Ah, perturbation, je reviens. Ah, perturbation, je reviens. Oui. Donc en réalité, c'est pas ça. Non, pardon. Donc dans ce cas-ci, améliorer la réjection de perturbation va faire que tu vas passer à ceci. Amélioration, ah, je reviens. Est-ce que tu es d'accord que la distribution des points bleus autour de ma consigne est plus large que la distribution des points rouges autour de ma consigne? Donc on est bien d'accord que ici la distribution rouge-bleu autour de ma consigne est comme ceci, et que la distribution rouge autour de ma consigne est comme ceci. Ouais, d'accord? Mais non, où est le lien avec ça? C'est qu'en réalité, les perturbations que je dessine ici un peu théoriques pour vous montrer ça, en réalité c'est plutôt ça la perturbation. Hein. Je ne sais pas ce que ça va être. Du coup, mon bleu, ben, il n'aura pas cette belle forme-là, mais en gros, ça va être ça.
qui est mon bleu, et en gros, ça va être ça qui est mon rouge. Ok, donc je commence avec une perturbation un peu normée sur une échelon, parce que ça fait bien un lien avec la dynamique en réjection de perturbation face à un échelon, ce qu'on connaît. Et donc on voit bien que en améliorant la régulation, on passe d'une réjection de perturbation sous forme d'échelon à une réjection de perturbation sous forme d'échelon plus rapide. Dans un contexte plus général, les perturbations n'ont pas spécialement la tête d'un échelon, mais reste que au plus ma régulation est dynamique, au plus je reste serré sur ma consigne, je diminue ma variance avec les intérêts que ça a dans le contexte où je peux bouger ma consigne pour la rapprocher de l'optimum économique, environnemental et sécurité. Mais le prix à payer de ça, pour, Faire ça, diminuer ceci, ne peut pas se faire. Donc on va par exemple refuser de diminuer comme ceci, si on y arrivait. Donc qu'est-ce qui peut faire que je ne sais pas faire ça? C'est par exemple le temps mort ou le non-minimum de phase. Si je sais le faire parce que j'ai un système facile à régler, pas de temps mort, pas de non-minimum de phase, ça veut dire que je peux être très performant en réjection de perturbation. Mais là, le vert va risquer de me péter mon organe de réglage, et donc on va dire que non, non. Je diminue la variance, mais comme j'ai un compromis avec la qualité, enfin, l'énergie de mon organe de réglage, je m'arrête au rouge, parce que serré plus, là je commence à perdre côté organe de réglage ce que je gagne côté économique ou environnemental avec la gestion des conflits. Ouais. Sur les slides, c'est écrit là. Min, espèce, la valeur moyenne. Du coup, est-ce que c'est la valeur moyenne du set point qu'on change? La moyenne de la distribution correspond toujours à la consigne. Parce que si j'ai un système linéaire et que les perturbations sont symétriques, ben, en gros, je suis toujours symétrique autour de ma consigne. Si je suis symétrique autour de ma consigne, j'ai autant de points au-dessus qu'en dessous. Et donc, c'est logique que la moyenne de ces points-là, c'est ma consigne. Ouais. Ça, on en a parlé en long et en large. Vous retrouverez les discussions qu'on a eues sur l'intérêt de diminuer la variance pour faire un shift décalé la consigne avec différents exemples. Je l'ai fait avec d'autres exemples. Et ici, ce dont on a parlé tout à l'heure, en disant que ben, finalement, si j'ai une consigne, si j'ai une limite à ne pas dépasser, et que je sais que j'ai une certaine variance, je vais pouvoir limiter ma consigne comme étant cette limite à ne pas dépasser, la tolérance ici, moins ou plus, ça dépend dans quelle séance on est, 3 écarts types ou 2 écarts types, selon quoi. Tout à l'heure. Sur la variance. Selon la criticité du cas. Est-ce que je peux me permettre d'être 5% d'écart au-dessus de cette valeur? De nouveau, parce qu'il y a un compromis avec l'organe de réglage, avec l'aspect économique, écologique. Et donc, d'un cas à l'autre, on va dire qu'on veut n'être que statistiquement 1% des cas hors de la zone de tolérance, des fois 5% des cas, parce qu'on peut se le permettre, parce que l'impact financier, par exemple, fait qu'on peut accepter, l'impact environnemental fait qu'on peut accepter une perte économique, parce qu'on donne priorité à l'environnement, des choses comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est vraiment une discussion philosophique. On en a parlé, Alors maintenant, autre question, on change de sujet, donc encore une fois, regardez le sous-chapitre, on est toujours en chapitre introduction, on passe d'un truc à l'autre. Quand je le fais oralement, je crois que je suis assez clair quand on change de sujet. Par contre, ici, c'est vrai que des fois, ça ne se voit pas très fort. Regardez bien le sous-chapitre. Donc, on était dans là, le chapitre introduction et on parlait de tout ce qui était. Non, on est dans le même ici, je n'ai pas pris un bon exemple. On est toujours dans Regulatory Control. Je n'ai pas pris un bon exemple, je m'arrête. Je voulais en faire un, mais j'ai choisi le mauvais endroit et je le refais plus tard. Donc, la question ici, encore une fois pas très technique, mais philosophique, c'est juste une fois de clairement mettre en évidence ce qu'apporte le fait qu'on ait une boucle de régulation. Et là, on revient sur la différence manuel-automatique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez citer comme avantage de passer une boucle de régulation en automatique et de ne pas laisser en manuel? Sous-entendu que ce ne soit pas l'opérateur qui le fasse. Il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, la question, c'est quel est l'avantage de passer en boucle fermée? Donc, quand on parle de regulatory control, ce sont les régulations qui sont les plus classiques en industrie. C'est par opposition au contrôle avancé, multivariable, etc. Donc, le regulatory control, c'est le contrôle de base, celui qu'on va faire ici quasiment tout le temps. Et la question est, mais en fait, il faudrait une fois discuter de l'avantage de passer en boucle fermée. On discute depuis des années de comment est-ce que vous m'occupez, de prix, etc. Mais c'est quoi l'intérêt de travailler en boucle fermée et pas en boucle ouverte, en manuel? Réjecter la perturbation. Alors déjà, si vous êtes en manuel, vous n'avez pas de réjection de perturbation. Si, vous pourriez en avoir, mais comment est-ce qu'elle se fait?
C'est l'opérateur qui doit aller faire. Eh merde, oula, la température extérieure a baissé, du coup, mon compresseur est en train de je vais augmenter la vitesse de mon compresseur. Donc c'est ça la réjection de perturbation. Du coup, c'est quoi le défaut de ça? Déjà, l'opérateur, il saura le faire pour une ou deux variables, mais un opérateur, quand il contrôle un plein chimique, il contrôle 5000 variables. Donc il ne sait pas de regarder 5000 vannes. Donc, on est déjà limité dans ce que l'opérateur est physiquement capable de faire, mais en plus, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et ça veut dire que l'opérateur, il va toujours être plus lent. L'opérateur, il faut qu'il voit que la déviation arrive. Ensuite, il faut qu'il fasse la réjection de perturbation, et c'est pas juste appuyer sur un bouton. Vu que c'est dynamique, l'opérateur, s'il veut rapidement faire la réjection de perturbation, qu'est-ce qu'il va faire? Après, ce que le régulateur fait, quand la perturbation arrive, il va brusquement augmenter la position de sa vanne, mais il ne faut pas le laisser comme ça, sinon qu'est-ce qui va se passer? Après, je vais remonter trop haut, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Brusquement réagir pour le transitoire, et puis revenir doucement en arrière pour revenir sur la consigne sans dépassement et sans erreur statique. Ça veut dire que l'opérateur, quand il s'occupe lui-même de la réjection de perturbation, et c'est la même chose pour le suivi de consigne en réalité, quand l'opérateur doit faire quelque chose, suivi de consigne ou réjection de perturbation, autrement dit, prend la place du régulateur, il doit prendre des actions. Ces actions, il a besoin d'un certain temps pour les faire. Alors, si on parle d'un système qui a une dynamique, qui a une constante de temps de 5 heures, ok, il peut le faire. Si on parle d'un système qui a une constante de temps de quelques secondes, il ne saura pas le faire. Et en plus, le faire, c'est quoi? C'est pas appuyer sur un bouton, c'est gérer la dynamique. Donc, c'est ouvrir fort la vanne et revenir tout à fait en arrière pour être rapide, mais sans dépassement. Et donc, pour une boucle, c'est déjà compliqué. Imaginez pour 100 ou 5000 boucles, c'est plus compliqué. Donc, déjà, c'est physiquement pas possible de le faire. Donc, voilà, j'ai une raison de passer en boucle fermée, c'est que l'opérateur ne saurait pas réagir parce qu'il n'a pas le temps. Des fois, c'est trop complexe pour l'opérateur de réagir. Je pense à quoi? Des fois, c'est trop complexe pour l'opérateur de réagir. C'est un petit facteur à... Exactement. C'est quand on est, je ne sais pas si c'est que tu veux le dire, mais je saute dessus parce que le début du mot est ce que je voulais. Quand on a des systèmes multivariables et que des régulations sont multivariables, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de compte, changement de consigne ou une perturbation, et le régulateur multivariable ne pilote pas une vanne, mais il en pilote 3, il en pilote 10 de manière coordonnée, en tenant compte typiquement d'un modèle interne dynamique avec de l'optimisation, etc. Et donc là, vous avez quelque chose qui est multivariable, et l'opérateur, même s'il est très compétent et qui connaît bien son process, on peut pas lui demander de changer 6 positions de vanne et 3 vitesses de ventilateur en même temps, de manière coordonnée, c'est tout à fait impossible. Donc c'est trop, parce qu'il y a trop de variables, ça peut être trop parce que c'est trop rapide, ça peut être trop compliqué parce que le système est multivariable. Ça peut être trop compliqué aussi parce que le système est non linéaire, et que l'opérateur devrait savoir qu'à chaque point de fonctionnement, il doit réagir autrement. Alors que quand on tient compte des linéarités dans l'automate, c'est fait automatiquement, parce qu'il y a l'algorithme dans l'automate qui tient compte du fait que le gain du régulateur est plus petit à bas débit dans mon installation, etc. Donc, c'est trop de charge de travail. Il ne sait pas le faire en termes de vitesse, il ne sait pas le faire en termes de complexité pour l'aspect multivariable, il ne sait pas le faire en termes de complexité à cause de l'aspect non linéaire. Et en plus, même s'il savait le faire, il y aurait un gros problème si on revient sur la qualité du produit. Tous les opérateurs sont différents. C'est un truc très intéressant. Quand vous regardez les boucles qui sont en manuel dans une installation et que vous regardez les trends, vous pouvez très bien voir que, ah bah oui, ici de 8h à 16h, c'était le shift avec comme chef d'exploitation Roger. Et puis de 8h, c'est ce que j'ai dit, de 16h à 24h, c'était l'équipe de Michael. Et Michael, c'est un gros mou qui passe plus de temps à regarder son téléphone qu'à regarder son plaint. Et donc la variance du réglage, quand c'est Michael, elle est comme ça, et quand c'est Roger, elle est comme ça. Le chef d'exploitation, il le sait, il en a ras-le-bol, il a déjà donné 6 avertissements à Michael, parce qu'en comparant les deux, on voit bien la différence. Du coup, Michael, il en veut à Roger, parce qu'à cause de Michael, on voit bien comment elle fait mieux. Et là, vous entrez dans les autres problèmes, mais qui est autre chose. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter, dans l'exemple que je vous donne, c'est que la qualité du produit dépend de l'opérateur. Et c'est tout à fait vrai, hein. Ça se voit partout. Quand je fais des exemples extrêmes dans une centrale électrique où j'ai beaucoup travaillé, dans lequel les opérateurs arrivent, ça change de chiffre. Et la première chose qu'ils font, c'est ça, je change, tac, 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 tac. Et quand le chiffre d'après revient le matin,
Ah putain, comme je change ça, ça. Et donc, vous avez des comportements plus ou moins différents, ça dépend d'un cas à l'autre. Mais donc, c'est très clair que d'un opérateur à l'autre, la manière d'exploiter une installation est différente. Et donc, ça veut dire que le produit va être différent. Donc, la variance est différente avec un impact en termes, encore une fois, environnemental, financier, etc. Je reviens à la question de base. Du coup, pourquoi favoriser la boucle fermée? Mais parce que la boucle fermée, elle ne va pas être en fonction de l'opérateur. L'opérateur, et c'est la suite de ce qu'on vous présente ici, qu'est-ce qu'il fait alors? L'opérateur, il devient superviseur et il doit gérer des cas anormaux non prévus dans la régulation. J'ai eu des pertes de mesure, je suis passé en manuel sur mon organe de réglage, j'ai une alarme, l'opérateur le sait, et lui, même s'il n'a pas la mesure, il a la compétence pour dire j'arrête mon installation parce que je ne sais plus quoi faire, bien ok, cette vanne est fermée, j'ai plus la mesure de pression, mais cette vanne est fermée, il n'y a plus aucun risque. Je peux continuer à travailler, j'aurai tel ou tel truc à faire pour les résultats, mais je peux continuer si c'est à ce moment-là. Ça, c'est la fonction de l'opérateur. Voir ce qui est anormal, mais ça sous-entend voir ce qui est anormal parmi tous les scénarios qui n'ont du coup pas été pensés dans l'automate ou qu'on ne sait pas gérer dans l'automate. Parce qu'il y a des mesures qui n'existent pas, parce qu'il y a des mesures en défaut, comme on l'a dit, etc. Donc l'opérateur, raison pour laquelle on doit passer en boucle fermée, éviter une variance de la production due à l'équipe d'exploitation, à l'opérateur, avoir un produit qui est du coup conforme aux mêmes spécifications toute l'année, c'est vraiment important. Et l'opérateur devient l'expert qui dit, il y a un truc qui est anormal. Et il devient plutôt superviseur plutôt que piloter des trucs à fond et pas moins de fond. Alors là, en parlant des choses que l'on pilote en manuel, il y a une grande distinction à faire entre les systèmes stables et les systèmes instables. Je parle du système et pas le boucle fermée. Donc le système instable le plus simple que vous connaissez, c'est une cuve, un système hydraulique naturellement instable. C'est simplement dire que je fous de l'eau dans une cuve et que le débit qui en sort est constant. Et du coup, si j'ai une différence entre le débit qui rentre et le débit qui sort, le niveau ne peut faire que monter à l'infini ou que descendre à l'infini. Le système est naturellement instable. Par opposition à ça, on a les systèmes stables où quand je dois régler une température, je vais injecter de l'eau dans la vapeur, et donc finalement, quel que soit ce que je fais sur le débit d'eau ou l'injection, la température finira par se stabiliser à une valeur qui ne sera pas sur la consigne, sera un peu à côté, mais ça va se stabiliser. Pourquoi est-ce que, d'un point de vue manuel, quand l'opérateur est en manuel, il faut vraiment distinguer ces deux trucs-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme différence fondamentale quand un système, un process instable ou stable est pris en mode manuel pour l'opérateur? Il y a une différence énorme. On ne dit plus en boucle fermée. C'est l'avantage de la boucle fermée. Je suis dans ma régulation de process stable, donc mon exemple de température. L'opérateur est passé en manuel pour telle ou telle raison, il n'y a pas de boucle fermée pour telle ou telle raison. Qu'est-ce qui se passe si le choix de l'opérateur pour l'ouverture de vanne n'est pas tout à fait correct? Je n'injecte pas tout à fait la bonne quantité d'eau, ma vapeur, on n'atteint pas la consigne, mais, et c'est ça la différence, mais, et c'est ça la différence, si mon processus est stable, j'atteins une valeur stable. D'accord? Donc je me suis trompé, au lieu d'ouvrir la vanne à 40%, je l'ai ouverte à 42%. C'est quoi la conséquence? Je l'ai ouverte un peu trop, donc ma température vapeur n'est pas à 600 degrés, elle est à 595. C'est pas bien, je ne suis pas sur ma consigne. Mais non, c'est l'opérateur qui le fait. Ok, c'est un petit peu embêtant, pour les raisons qu'on a évoquées. Mais la production peut continuer à vivre avec une opération moins bonne en termes de rendement, d'économie et de sécurité. Moins bonne, mais ça continue à vivre parce que c'est stable. Mais non, vous me voyez venir. Faites le même exemple sur un système naturellement instable. J'ai un débit de sortie de ma cuve d'acide sulfurique de 10 mètres cubes par heure. L'opérateur règle sa vanne et il y a 10,3 mètres cubes par heure. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'ici, l'écart est condamné, même s'il est tout petit, comme le process est naturellement instable. C'est ça la définition d'un process instable. Il y a une toute petite erreur, elle ne va faire que s'accumuler et la hauteur de ma cuve va déborder. Et donc l'opérateur qui a fait sa petite erreur de vanne dans les deux scénarios, ça a un impact tout à fait différent quand il n'y a pas de régulation. Quand il n'y a pas de régulation, si le système est stable, le process va aller se stabiliser proche de ma consigne. Il y a là, c'est comme ça. Par contre, mon système instable, le système, s'il y a une petite erreur sur l'entrée, va d'office diverger vers le haut ou vers l'est.
je suis sûr d'être dans les emmerdes dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 3 jours. Ça dépend des constantes de temps. Ça, c'est l'énorme différence entre passer en mode manuel, boucle fermée, si le système est stable ou instable. Donc stable, opérateur C, mais on va être hors spécification. Instable, il ne sait même pas. Et donc ça, c'est une raison en plus de devoir fermer la boucle, c'est que quand la boucle est fermée, si le système est naturellement instable, le régulateur le traite en permanence et on n'est pas dans ce projet. C'est une des raisons aussi pour lesquelles dans certaines vieilles installations, je vous donne des exemples vécus il y a quelques années, où j'ai été travailler sur une centrale électrique qui a une 60aine d'années, on brûlait encore du pétrole, ça n'existe plus heureusement depuis très longtemps chez nous, et c'était encore des régulations et des pupitres de commande pneumatiques. Donc c'était avant l'électronique analogique, avant l'électronique digitale, et c'était encore des vieux restes de système de contrôle, système de régulation pneumatique. Donc la communication de signaux est pneumatique, donc une mesure de niveau est convertie en une pression, j'en ai parlé la fois passée, j'ai oublié toujours le standard, entre 20 et 100 PSI, je crois, une pression, qui est dans des tuyaux, dans un tuyau qui revient vers la salle de contrôle. Dans la salle de contrôle, on avait 500 ou 1000 petits tuyaux qui arrivaient, qui sont remplacés aujourd'hui par les 420 mm, petits tuyaux qui arrivaient dans les régulateurs, et sur les régulateurs, on pouvait changer manuellement une valeur en tournant un bouton, ce n'était pas un potentiomètre, mais des pneumatiques. Et le régulateur était lui-même pneumatique et ça pilotait l'installation. Mais dans cette vieille installation, il y avait, au fur et à mesure du temps, de moins en moins de régulateurs pneumatiques qui fonctionnaient encore, parce que c'est des régulateurs pneumatiques, donc c'est de la mécanique, et donc ça finissait par s'user, et donc ils ont jeté petit à petit. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient quand une boucle de régulation, typiquement sur les régulations de niveau, de ce qu'on appelle un ballon, donc un tank, pétait, et bien comme ça c'est un système instable, on allait chercher un régulateur sur un autre processus qui lui était stable, et le régulateur fonctionnait encore, on le recablait au niveau pneumatique dedans, parce que là, l'opérateur peut moins faire attention, parce que la partie du processus qui est naturellement instable, elle a besoin d'un régulateur, sinon l'opérateur doit en permanence la voir à l'œil et en permanence faire des actions. Alors que pour la partie stable, ben, l'opérateur peut aller se mettre sur un point de fonctionnement, si c'est pas bon, ça va dévier, mais ça va se stabiliser. Donc la différence est énorme, et c'est des choses à discuter quand on dit qu'est-ce qui doit être en boucle fermée, qu'est-ce qui ne doit pas être en boucle fermée, quels sont les avantages d'être en boucle fermée, les avantages d'être en boucle fermée. Et je pense qu'on a discuté de tout ça en long, en large, mais alors, parlons maintenant de ce qu'on veut faire. Ici, on a dit qu'on voulait absolument améliorer la régulation. Et donc, la chose principale sur laquelle on s'est concentré, c'est de dire qu'on voulait améliorer la réjection de perturbation. On a dit qu'on voulait diminuer la variance. C'est un synonyme pour dire améliorer la réjection de perturbation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Améliorer la réjection de perturbation, ça veut dire aller plus vite. Qu'est-ce qu'on a dit encore qu'on avait d'autres comme objectif? Et ça va apparaître de manière encore plus claire également dans les slides suivants, c'est améliorer la dynamique en suivi de consigne. Donc, de nouveau, c'est la vitesse qui va intervenir dans ces cas-là. Mais la première chose qu'on doit toujours, et je le dis la fois passée pour commencer, qu'on doit toujours mettre comme contrainte, comme spécification dans le cahier des charges de la boucle fermée, c'est avant tout, ce que vous avez évidemment ici en premier et en gras, la stabilité. C'est clair que si vous avez une boucle fermée instable, tout est à la poubelle. Si vous avez une boucle fermée qui est trop lente, trop oscillante, ok, on va discuter pour l'améliorer. Compromis à trouver qui pourrait même expliquer que vous êtes lent. Vous êtes lent parce que, quelle est la raison pour laquelle vous pourriez accepter d'être lent? On l'a déjà dit. Pardon? Oui, si vous pouvez justifier qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, c'est vrai. Mais si on vous pose la question, c'est probablement qu'il y a moyen de faire mieux, mais c'est vrai. S'il y a moyen de faire mieux, j'ajoute ça dans ma question, qu'est-ce qui peut faire que c'est normal d'être lent? Éviter un dépassement. Quoi? Éviter un dépassement. Éviter un dépassement en suivi de consigne alors? Oui. Si on est en régulateur à 1 degré de liberté, donc là on a la solution en 2 degrés de liberté, donc c'est vrai dans le contexte 1 degré de liberté, donc il y a encore autre chose. Non. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous dites à votre client, non, c'est mieux comme ça, parce que, je prends le fortement. Oui, c'est l'autre exemple, c'est pas celui-là que je voulais dire, je pensais qu'il allait venir après. Mais parce que vous avez ce compromis à gérer. Si on vous dit, et c'est vrai, hein, moi ça m'arrive tous les jours qu'on me dit ça devrait aller un petit peu plus vite. Oui, d'accord, mais ta vanne, elle va vraiment faire. Donc il y a un compromis entre les deux.
Donc oui, je peux faire ta régulation plus vite. Tac, 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 regarde. Ok, tu vois, ta vanne, au lieu de faire ça, mais on le fait ça. T'es d'accord? T'es pas d'accord? Et là, d'un cas à l'autre, il y aura ces discussions. Mais donc, être trop lent, être pas assez amorti, tout ça, il y a encore moyen de discuter. Mais la première chose qui est non discutable, c'est évidemment la stabilité. Donc, quand on va essayer de formaliser un cahier des charges et puis de formaliser le calcul de paramètres de réglage dans une structure de réglage, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est évidemment s'assurer de la stabilité et puis essayer d'obtenir des temps de réponse et amortissement donnés, tout en respectant le compromis vitesse-stabilité. Qu'est-ce qu'on doit également s'assurer quand on va faire notre cahier des charges? Et donc, qu'est-ce qu'on doit essayer d'obtenir quand on fait une régulation? J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de robustesse. On a parlé d'essayer de faire un contrôle. Non, c'est dans un autre côté, je sais pas. On a parlé de ça la fois passée. La fois passée, on a parlé des modèles, et je vous ai dit, quand on fait le modèle d'un système dynamique, donc on calcule la fonction de transfert, on ne lui fait jamais confiance. Pourquoi? En régulation, et c'est que en régulation. Si vous me dites que vous voulez faire autre chose d'un modèle dynamique, on en reparlera après. Mais non, quand je fais de la régulation et que j'ai besoin de la fonction de transfert de mon système, je vais toujours faire l'hypothèse que le modèle est faux. C'est fondamental. Si je ne fais pas cette hypothèse, c'est presque aussi grave qu'oublier la stabilité. Pourquoi est-ce que je dis que je vais toujours faire ça? Perturbation, pas? Ouais, complètement. Donc, soit, si tu dis que cette hypothèse, c'est que tu as obtenu cette fonction de transfert comment? Parce qu'en fait, on part du principe que le modèle est linéaire autour d'un point de fonctionnement, mais que le point peut changer. Retiens ça pour après, c'est mon deuxième point. Donc, une fonction de transfert, comment est-ce que vous l'obtenez? Il y a deux manières d'obtenir des fonctions de transfert. Soit Identification. en identification, ça veut dire quoi? C'est-à-dire On a le système à notre disposition, je suis dans l'installation, je suis dans l'usine, et je peux dire à l'opérateur, prends s'il te plaît cette valeur en manuel, c'est pas vous qui le faites, c'est l'opérateur qui doit le faire, l'opérateur doit toujours être conscient de tout ce qui se passe sur son installation. Donc on ne fait jamais un truc dans le dos de l'opérateur. Est-ce que tu viens prendre la vanne en manuel et tu fais un échelon de 5%? Et là, c'est l'opérateur qui va vous dire, je crois qu'on en a discuté la fois passée aussi, et t'es fou, pas 5%, c'est beaucoup trop. Là, en spécification, on va être en surpression, 2% maximum. Donc ça, c'est le scénario d'identification pour lequel l'installation est disponible et on fait des tests pour exciter le système. Alors vous savez que le signal d'excitation idéal, ce serait quoi? Le direct ou l'impulsion, pourquoi? Parce qu'elle a toutes les fréquences, elle a un contenu fréquentiel extrêmement riche, et donc elle excite parfaitement le système. Pourquoi est-ce que c'est pas bien? Parce que ça veut dire qu'on a une énergie infinie dans un temps infiniment court. Si vous devez analyser la dynamique thermique de ce bâtiment, ça revient à faire quoi? Une puissance thermique infiniment grande, infiniment courte, c'est mettre une bombe dans le bâtiment. C'est ça un direct. Hein. Donc c'est pas intéressant parce que après il y a plein de discussions avec les assurances et tout. C'est pour ça que ce signal qui est pourtant le plus intéressant, on ne va jamais l'utiliser. Le signal le plus exploitable, c'est l'échelon, effectivement. Pourquoi est-ce qu'il est moins intéressant? Parce qu'il est moins riche à haute fréquence. Il suffit de regarder le spectre d'un échelon, donc il est moins riche à haute fréquence, mais lui, c'est réalisable, donc c'est mieux. Et alors, on a un signal qui est intéressant parce qu'il est meilleur que l'échelon, mais il est plus réaliste que l'impulsion. Un signal entre les deux qui est réaliste mais à plus haute fréquence, que l'on utilise des fois. C'est plutôt quand on a le temps de bien travailler, qu'on peut faire plus qu'un échelon, c'est un signal PRBS. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Les automaticiens, probablement oui. Bientôt. C'est un signal PRBS, Pseudo Random Binary Signal. Et donc l'idée de ça est la suivante. Et donc, je fais une petite digression, on est en train de parler de comment est-ce qu'on obtient une fonction de transfert. On a soit l'identification, soit la deuxième voie qui va arriver après, ce sera la modélisation. Pour l'identification, on a dit que une impulsion, c'est tout péter. Donc, on allait utiliser un échelon parce que là, on ne va pas tout péter, mais c'est moins intéressant. Donc, il y a peut-être un truc intéressant entre les deux. Eh bien, entre les deux, un signal qui permet de contrôler l'installation et donc d'avoir une marge ici pour laquelle on peut dire à l'opérateur, je vais faire une variation de consigne, mais que de 2%. Mais qui permet d'être plus haut en fréquence et donc de mieux exciter le signal. C'est un système qui ferait ça. Check.
Et donc, on a un signal qui est pseudo-aléatoire parce qu'il va commuter d'un niveau haut vers un niveau bas de manière pseudo-aléatoire, c'est-à-dire pas n'importe comment. On va pouvoir s'arranger pour donner un critère dynamique là-dedans, de manière à ce que si j'ai un système avec une constante de temps de 5 heures, ben, je n'ai pas une commutation qui se fasse ici toutes les millisecondes. Sans quoi, je suis en train d'exciter uniquement à haute fréquence et j'ai pas les basses fréquences. Donc, on va gérer la vitesse de commutation de manière à ce qu'elle soit aléatoire, parce que l'aléatoire, c'est aller en haute fréquence, mais on ne va pas trop souvent commuter pour quand même avoir des basses fréquences. Et il y a une autre manière de le dire. Regardez ce qui se passe si, avec ce signal d'excitation-ci, j'excite un signal, donc bah, ça c'est mon MV, et j'ai mon PV qui va suivre ça évidemment. Donc, trois scénarios. Un, j'ai bien choisi la dynamique de mon signal PRBS, pseudo random binary signal. Binary parce que je vais que de un seul haut à un seul bas. On va rechercher l'idée de l'échelon qui est rassurante pour l'exploitant pour dire t'inquiète, je vais que aller de 40 à 45. Et je vais faire des 40, 45, 44. J'irai jamais au-dessus de 40, j'irai jamais en dessous de 45 et j'irai jamais entre les deux. Donc ça va rechercher l'idée rassurante et stabilisante de l'échelon. Par contre, on va y rajouter d'autres fréquences pour revenir vers l'intérêt du direct. Et donc, j'étais occupé à discuter du contenu fréquentiel de ceci, en prenant un exemple pour lequel je l'ai bien calculé, et mon système, donc je vais essayer de faire quelque chose de cohérent avec ça, la sortie, elle va faire ça. Puis je repars en bas, je repars en haut, je repars en bas, je repars en haut, je repars en bas, je repars en haut, je repars en bas. Là, à la louche, j'ai bien choisi la dynamique de mon PRBS. Mais non, si j'ai choisi cette même dynamique du PRBS sur un signal beaucoup plus lent, qu'est-ce qui va se passer? Je prends le même signal d'entrée, mais je l'applique sur un signal beaucoup plus lent, avec des constantes beaucoup plus lentes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça. Vous êtes d'accord? J'ai un signal qui est tellement lent, tellement mou, qu'en l'excitant là, ben, je l'ai excité vers le haut, il n'a même pas le temps de décoller, ou ça se voit à peine, que je suis déjà revenu en arrière. Donc c'est clair que si j'ai une dynamique très lente, il faut que le PRBS soit aussi avec une dynamique lente. Et l'autre contre-exemple, c'est celui pour lequel ben, je vais à l'autre extrême. Ma dynamique du signal est tellement rapide par rapport à mon signal PRBS que ça fait ça. Tchac, 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 tchac. Enfin, vous voyez ce que j'essaie de faire. Tchac, tchac. Et donc là, finalement, j'ai plein d'échelons. J'ai quelque chose pour lequel j'ai bêtement perdu du temps, parce qu'avec un ou deux, j'avais assez. Hein. J'apporte rien en faisant ça. Donc c'est pour ça qu'ici, on s'intéresse à des signaux pseudo-random, dont on peut calculer, imposer le contenu fréquentiel à partir d'une estimation de la dynamique qu'on connaît pour être dans ce scénario-là et dans aucun de ces deux-là. Donc on était en train de parler d'obtenir un modèle. Pour obtenir un modèle, alors on est en train de parler d'un modèle parce qu'on va parler de la différence entre le modèle et le process réel. Et on a dit que ce modèle, on pourrait l'obtenir soit par identification, et là on est en train de discuter des choix des signaux d'excitation, soit par modélisation. Et dans ce cas-là également, on va revenir vers ce problème-là. Donc l'identification, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire que le choix du signal d'excitation est très important. J'ai dit que si je prenais ça comme signal d'excitation, ce n'était pas une excitation parfaite, et donc que mon modèle ne serait pas parfait. Typiquement, à haute fréquence, il n'est pas bon. Donc je sais qu'il n'est pas bon, parce que le signal d'excitation n'est pas bon. Donc je vais améliorer la qualité de mon modèle en faisant ça, mais de nouveau, je n'ai pas un spectre fréquentiel infini en faisant ça, donc je sais que mon modèle n'est pas bon. Il est meilleur en faisant ça, mais il est encore pas bon. Ça veut dire que j'ai une différence entre le modèle et la réalité. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je sais que j'ai une différence entre le modèle et la réalité. Lorsque je fais de la modélisation, je reviens tout de suite. Lorsque je suis occupé à travailler en modélisation, qu'est-ce qui fait que je sais que je vais avoir un modèle qui est faux? Je veux faire un modèle thermique du bâtiment. J'ai ici un mur avec une épaisseur de 30 cm. J'ai d'abord une brique, je pense qu'elle fait à peu près 10 cm, avec un vide à l'intérieur, une couche d'air d'à peu près 8 cm. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. Et en plus, ce n'est pas toutes les mêmes. Et alors, ce n'est pas une surface plane ici. J'ai un truc avec une porosité. Donc, je n'ai pas vraiment une surface dont je connais j'ai pas vraiment une surface dont je connais la surface. Avec la porosité, ça change ma surface d'échange. Donc, la surface d'échange est inconnue. Cette surface, elle intervient dans mon modèle. Elle est fausse, cette surface d'échange. L'épaisseur, elle est fausse. Je ne la connais pas. Elle n'est même pas vraiment homogène. Encore une fois, parce que j'ai un truc qui n'est pas plan. Mon coefficient de transfert que j'ai besoin pour modéliser la dynamique de mon bâtiment, c'est le coefficient de transfert de ce ciment-là.
mais ce ciment-là, il n'a pas été produit de manière parfaitement homogène. Cette brique-là, elle n'a pas le même coefficient de transfert que celle-là. Donc tout ça fait, on a des exemples un peu extrêmes ici, mais vous pouvez extrapoler ça à n'importe quoi, que tous les coefficients que vous avez besoin, un coefficient de frottement, un coefficient de viscosité, un coefficient de n'importe quoi, ils sont toujours plus ou moins connus. Et donc le modèle, on sait qu'il n'est pas bon, parce que la modélisation fait appel, modélisation, fait appel à des paramètres physiques qu'on ne sait pas bien connaître. Ou bien si on veut bien les connaître, ça va prendre du temps à crever, et donc on va faire des simplifications dans la modélisation. On va dire que j'ai une brique de pierre et qu'après j'ai une brique de verre. Ben, je sais que le verre est tellement conducteur, ce verre est tellement conducteur que c'est pas lui qui va gérer la dynamique, c'est la pierre, et donc je vire je sais plus ce que j'ai dit, le verre de mon modèle. On va faire des hypothèses simplificatrices parce qu'on sait que le modèle est pas bon. Donc non seulement le modèle il est pas bon si je le fais par identification parce que j'ai jamais une excitation pas bonne, si je fais mon modèle par modélisation, je sais que j'ai des coefficients inconnus, que je fais des hypothèses simplificatrices, je sais qu'il n'est pas bon. Et l'autre raison, et on était occupé à y arriver, c'était quoi? Au niveau de la fonction de transfert, parce que en Tu me fait, parlais de non-linéarité. en linéarité, parce qu'en fait, le problème, c'est que Donc l'autre le modèle, raison, il peut changer. tout à Enfin, fait, c'est que si on fait ce test-ci autour d'un point de fonctionnement, et qu'ensuite on change de point de fonctionnement, ceci fait une hypothèse de linéarité, et donc je sais que ma fonction de transfert sera différente quand je serai à un autre point de fonctionnement. Ça, c'est un point faible qu'on a surtout ici, parce que si on fait de la modélisation, là on peut faire un modèle non linéaire, mais encore une fois, si on connaît les lois physiques des non-linéarités physiques, on ne connaît qu'à peu près, et donc il y a plein d'hypothèses là-dedans. Donc c'est fondamental de dire que j'ai un modèle, que je ne connais jamais exactement le modèle réel, et donc j'ai toujours une différence entre le modèle que je vais utiliser dans mes calculs et le système physique. De quoi est-ce que j'étais en train de parler ici? De ce qu'on exige de régulation. On a dit qu'il fallait que ça soit stable, qu'on ait une bonne dynamique, qu'on ne détruise pas l'organe de réglage. Et maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'introduire ici en digressant? La notion de défaut, pas de défaut, la notion d'erreur de modélisation, qui apporte la notion qui s'appelle comment ici, c'est un autre terme, la notion de robustesse. Robustesse, ça veut dire que dans mon cahier des charges, je ne vais pas seulement exiger d'être stable et d'avoir un certain nombre de réponses, je vais exiger d'avoir également une robustesse, de manière à m'assurer que si j'ai des erreurs de modélisation, je sais que j'en aurai, eh bien je vais m'assurer que le système reste stable, donc robuste, stable, et si on y arrive, c'est encore mieux, robuste, performant. C'est-à-dire que je peux avoir une dégradation de mon modèle, mais je veux garantir la stabilité malgré une dégradation finie, évidemment, il faut quantifier ça. Et si c'est encore mieux, c'est ce qu'on fait avec du contrôle robuste, on garantit que si j'ai mon modèle qui dévie dans une certaine mesure, qu'on sait quantifier, même les performances sont robustes. On dit je vais garder mon temps de réponse et mon dépassement. Donc tout ça, c'est la notion de robustesse qui n'est pas là-dedans. Sur une décade. Euh, Oui, je crois que le mot robustesse arrivait. Donc l'insensibilité au modèle, ça sous-entend l'insensibilité à l'erreur du modèle. Le mot robustesse arrivera plus tard, exactement dans ce contexte-ci. Donc ça, c'est vraiment fondamental, et j'arrive à toi. Pour le PRBS, comment on fait pour savoir, enfin, pour estimer la dynamique du système? Tu verras ça en identification de système dynamique. Je ne vais pas trop digresser, sinon je vais vraiment faire n'importe quoi. On sait facilement gérer un critère statistique qui dépend d'une constante de temps et qui fait qu'il a très peu de chances de commuter chaque seconde. Et qu'il a plus de chances de commuter chaque minute. Et donc, ce paramètre-là va nous permettre d'essayer d'éviter qu'il commute tous les millièmes de seconde. Il y a en fait, si j'ai un PRBS plus lent, il y a une chance très très faible que s'il a commuté ici, il recommute ici. Il y a une chance, mais pas forte. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de doser la dynamique du signal que l'on veut là-dedans et faire le lien avec l'aspect random qui est ici. Donc c'est du pseudo-random. Il est aléatoire, mais pas tout à fait parce qu'on arrive à mettre cette composante là-dedans. On va discuter de ça en long et en large dans le cours d'identification de système dynamique pour les automaticiens. Mais tu es en auto, eh bien tu feras en auto, tu feras auto après. Juste le PRB, ça permet d'améliorer le contrôle fréquentiel et du coup d'avoir pouvoir observer le système dans une autre C'est ça, donc mieux exciter le système, c'est un synonyme d'améliorer le contenu fréquentiel du signal d'excitation, c'est un synonyme d'avoir un modèle avoir des données mieux excitées, et donc avoir un modèle plus précis à haute fréquence. Typiquement, on sait que le modèle basé sur la réponse initiale sera mauvais à haute fréquence.
Et alors, je reviens quand même sur une remarque, je vous ai dit, si je fais de la régulation, je vais toujours faire l'hypothèse que j'ai un modèle qui est faux. Et c'est un truc dont on se sert souvent comme automaticien. Quand vous faites de l'identification ou de la modélisation, vous pouvez parfaitement accepter de dire, oui, c'est bon, l'échelon, ça suffit. Ce qu'on fait souvent en industrie quand on n'a pas le temps de faire le PRBS. L'échelon, ça suffit. Je sais que ça ne me donne pas un bon modèle, mais comme je sais que dans la synthèse de mon régulateur, je dois quand même garder des marges de robustesse, eh bien, je vais me permettre cette simplification dans la manière d'obtenir mon modèle en disant j'accepte un échelon. Ça me donne un modèle pas parfait, mais je sais que de toute façon, dans mon régulateur, je tiens compte du fait que je n'ai pas un modèle parfait. Donc, quand on fait de la régulation, on peut se permettre de ne pas avoir des modèles parfaits. Mais un modèle dynamique, ça sert à faire autre chose que de la régulation. Quelles sont les autres applications pour lesquelles vous pouvez penser qu'un modèle dynamique est utile? Et pour lesquelles, souvent, vous avez intérêt à avoir quelque chose de plus précis possible. La simulation. Si vous êtes en simulation, vous ne pouvez pas compter sur le régulateur en boucle fermée pour vous rendre insensible aux erreurs de modélisation. Si vous êtes en simulation, et qu'on vous exige de vous un simulateur précis, eh bien vous allez dire à votre client, ouais, mais si tu veux un truc précis, je vais devoir passer du temps pour trouver les vraies équations physiques, les vrais paramètres, parce que tu veux un modèle précis. Un bon modèle pour de la simulation, ça prend 10 fois plus de temps qu'un bon modèle pour de la régulation. Parce que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus précis. Encore une fois, en régulation, on sait qu'on va se permettre des simplifications, on peut se permettre des erreurs de modélisation parce qu'on doit en tenir compte dans la synthèse du régulateur. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre application de modèle dynamique que la régulation et la simulation? Jules Betz, vous voyez qui c'est? Vous êtes trop jeune, il est mort à 30 ans. Marie-Pierre Mignot, vous voyez qui c'est? Elle n'est pas morte. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Pierre Mignot? La météo. Comment est-ce qu'on est capable de vous dire demain quel temps il fera? Parce qu'on a des modèles dynamiques du comportement transitoire qui tiennent compte de la dynamique de l'océan, de la dynamique de l'air. Et ces dynamiques, c'est quoi? Ce sont les échanges de température, d'une masse d'air à l'autre, les échanges de pression. Et tout ça, ça fait un modèle qui fait de la prédiction. C'est une autre application. Et là, on dépense des milliards par an pour améliorer un petit peu les modèles, qui sont des modèles. Alors, il n'y a pas de transfert de la place dedans, mais c'est la même chose, c'est des équations différentielles. Il n'y a pas de transfert de la place parce que c'est fortement non linéaire. Et c'est l'autre application de modèle qui exige, elle, d'être précis au fifre l'un trait. Parce que tout ce que vous gagnez en prédiction, en qualité de votre modèle, vous la gagnez en qualité de ce que vous avez au final, qui est une prédiction ou une simulation. En régulation, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un truc exceptionnel en régulation, grâce au fait que la boucle fermée va vous rendre peu sensible, si vous faites bien la synthèse de votre régulateur, à des erreurs de modélisation. On n'est pas dans ce cas-là. En régulation, on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir un modèle précis. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut un modèle nul. Hein. Ce qui veut dire qu'on a un compromis entre le temps nécessaire pour obtenir ce modèle-là et des fois les tests à faire pour dire oui, c'est bon, j'ai assez avec ça. Donc voilà tout ce que l'on doit faire et tenir compte également de l'énergie de réglage. Et donc on va en permanence être occupé à gérer tous ces compromis dont on a déjà parlé dans ma longue introduction. Est-ce que si l'échelon c'est acceptable aussi parce que finalement tous les processus rarement dans alors, il faut pour ça discuter d'un synonyme de haute fréquence. Si vous êtes dans le domaine temporel, c'est quoi le synonyme d'un signal haute fréquence? Dans le domaine temporel de fréquence, ça veut dire. Ça change, je sache. Ouais, s'il fallait donner un mot pour dire signal haute fréquence, non, ouais, c'est pas un synonyme ça. Haute fréquence, ça veut dire quoi dans le temps? C'est du. Dans le contexte de la régulation, j'aurais dû préciser. Haute fréquence, dans le temps, ça veut dire, c'est quoi? C'est vite. Haute fréquence, ça veut dire vite. Donc, essayez d'avoir une boucle fermée qui laisse passer les fréquences le plus haut possible. Ça veut dire diminuer votre temps de réponse. Et donc, je reviens à ta question, haute fréquence, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut aller dans les fréquences? Aller dans les fréquences, ça veut dire avoir un temps de réponse faible,
quand votre cahier des charges vous dit je veux un temps de réponse de 10 secondes, ça veut dire que la bande passante en boucle fermée doit aller jusqu'à cette fréquence-là. Donc, haute fréquence, ça ne veut pas dire bruit, c'est une manière de travailler dans les diagrammes fréquentiels, dans l'étude fréquentielle du système, du régulateur ou de la boucle fermée. Il faut que j'exploite le système pour aller le plus haut possible en fréquence. Et là, effectivement, on commence à avoir un problème quand on veut aller haut en fréquence et qu'on commence à être dans le domaine de fréquence où on a du bruit. Là, on a de nouveau un compromis à travailler. Je ne sais plus c'était quoi ta remarque sur la fréquence, j'ai sauté dessus, je crois que c'était à peu près ça que tu voulais dire. Oui, ça, c'est si ça avait un sens. Voilà, est-ce que c'est un sens de vouloir aller en fréquence? Oui, ça veut dire qu'on veut avoir des temps de réponse, autant ensuite consigne correction de perturbation. Si je vais à cette vitesse-là, je crois qu'on aura fini en 2044. Donc je pense que tout ça, on a déjà parlé. Vous trouvez le terme de remultiplication dont je vous ai parlé ici. Et voilà. On va dire qu'on a déjà dit tout ça. Et là, il y a une petite remarque intéressante à discuter sur le fait que maintenant, vous n'allez quasiment plus trouver, quand vous allez en industrie, de systèmes qui ne sont pas des systèmes digitaux. Donc quand vous allez faire de la régulation en industrie, vous aurez d'office un PLC, un automate, un TCS, c'est à peu près des synonymes, autrement dit des systèmes numériques. C'est pas si vieux que ça, hein. Je vous parle encore il y a 5 minutes d'un exemple où on peut retrouver des installations pneumatiques. Donc la communication de signaux est pneumatique, transfert l'information du capteur vers l'automate, enfin c'était pas un automate, du capteur vers le régulateur pneumatique et du régulateur pneumatique vers la vanne de réglage avec un signal pneumatique 20-100 PSI, je ne sais plus. Quelqu'un peut regarder range industriel PSI. Je ne sais pas quand je vous fais des bêtises. Et donc, ça se transmettait de manière pneumatique, ça se traitait dans le régulateur de manière pneumatique, avec toutes les emmerdes que ça avait, qui ont fait qu'on est passé vers le système digital. Entre les deux, on avait des systèmes électroniques analogiques, pour lesquels les régulateurs, c'était des ampliopes, des capas et des résistances. Oui. Pour la passation de 0 à 0 à 150. Non, mais c'est pas du 0 10 bar, c'est l'équivalent d'un 420 milli. Donc le 420 mA, c'est combien en PSI? Parce que c'est ça le range industriel de communication. 0,04. Ça me dit rien. Ça. Non, oui, c'est ça, l'équivalent de 420 milli, du 2 10 volts en PSI. Je dirais 20, 100. Quoi 3 3,15, ça me dit quelque chose, 3,15, oui, ça sonne bien. 3,15 PSI. Ça fait pas loin du 20 de 100. 3,15 PSI, ça c'est bien. Pour sortir des valeurs, je vais pas vous dire n'importe quoi, au moins vous dire que mes valeurs sont parfaites. 3,15, ça sonne bien. Et donc on avait un signal de 3,15 PSI qui allait en régulateur, qui traitait ça en PSI. Alors, si on veut donner un peu l'historique du truc, c'était quoi le gros problème de ce machin? Les problèmes de ce machin-là, c'est quoi? Pour justifier que maintenant on est sur le bon. Je vous en ai déjà donné des problèmes. Hein. Et ça justifie le fait qu'on passe en système numérique. Souvent, passer en système numérique, c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, quand moi j'étais à votre place à l'ECAM, on travaillait encore sur des régulateurs pneumatiques à l'ECAM. Donc, c'est pas si vieux que ça, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi les inconvénients? L'usure mécanique du régulateur lui-même. C'est un truc qui est effrayant aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous mettez un régulateur dans un automate, si vous mettez un gain de 5, c'est un gain de 5 aujourd'hui, ça sera un gain de 5 dans 1000 ans. Hein. Tandis que le régulateur pneumatique, vous mettez un gain de 5, et le lendemain, tout commence à osciller, et puis vous prenez le régulateur, vous regardez, vous ne voyez rien, vous prenez le régulateur, quand l'installation est à l'arrêt, vous allez le mettre sur un banc d'essai pneumatique, et vous faites le test, et quand il est marqué 3 sur la petite molette, c'est évident que mon truc commence à osciller. Parce que le truc commence à s'user à cause d'un problème mécanique. Et donc il fallait entretenir ça. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on ne savait pas si le problème était dans le process ou si le problème était dans le régulateur. Il y a un autre problème. Toutes ces communications en air comprimé. Ça avait quoi comme conséquence? Ça faisait un bruit de malade. On avait des compresseurs qui étaient occupés à pousser de l'air. Or, il faut savoir que dans les installations industrielles, l'air comprimé, qu'on a besoin encore aujourd'hui hein, pour piloter des vannes, typiquement, les installations de sécurité, on en a encore besoin aujourd'hui, mais quasiment plus. Avant, il y avait des compresseurs de malades. Et donc, il fallait comprimer cet air. Ça coûtait un fric de malade. Surtout quand on avait des fluides partout. Et donc, il fallait pousser l'air comprimé. Ça coûtait énormément. Il fallait entretenir les compresseurs, entretenir, je l'ai dit, les régulateurs climatiques. Donc, c'était une catastrophe au niveau entretien, au niveau fiabilité. Et alors, il y avait un autre truc
qui, pour l'automaticien, faisait des nœuds dans le ventre, et ça existe encore aujourd'hui, dans certains contextes. Moi, je travaille encore beaucoup dans le nucléaire, où on n'a plus de pneumatique, mais on a encore le petit frère en électronique analogique. Et donc, plutôt que de programmer un régulateur dans l'automate, on a un rack de régulateur, on sort un régulateur, et vous avez là tous les composants avec des capables, des amplios, des condensateurs, et une petite électronique, mais analogique de base, parce qu'elle vient des années 60. Et donc, on. Et donc, je n'avais pas permis d'en parler. Quand je dévie, je perds des films. Merci, c'est ça. C'est ça. Et donc, le cap pneumatique, vous n'en verrez peut-être plus, là c'est encore exceptionnel. C'était pas en Europe et c'était il y a 15 ans. Je pense que ça n'existe plus de masse. Sauf pour les atmosphères explosives, ça existe encore. Donc on ne peut pas mettre de composants électriques ou électroniques. Et donc j'essaie de suivre mon film pour ceci. La grosse différence aussi, c'est qu'aujourd'hui vous êtes occupé à mettre en service une régulation. Et ça ne marche pas assez bien. La réjection de perturbation n'est pas assez bonne. Vous essayez d'abord de faire quoi? Accélérer la régulation. Vous arrivez à la limite de ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que le système a un temps mort ou un minimum de phase. Ou bien parce qu'aller plus vite, ça se fait au détriment de la vanne. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si vous devez quand même améliorer la qualité de régulation et que vous êtes bloqué avec ça? Et c'est notre boulot en Practical Process Control. Je dois changer la structure de réglage. En fait, c'est ma structure de réglage qui n'arrive pas à faire une assez bonne réjection de perturbation parce que je suis limité par la dynamique de mon système. Donc, typiquement, qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'améliorer la dynamique de perturbation? Je donne un exemple que vous connaissez déjà, un dessin. Qu'est-ce qui, dans la structure de réglage, on va le revoir en long, en large au chapitre 4, améliore la réduction de perturbation? Un feed-forward. Vous faites ça aujourd'hui dans un automate. Vous le programmez vous-même, vous dites au gars qui programme l'automate, tu me rajoutes ici un bloc avec un gain et un filtre. Tu connectes ça sur la sortie du régulateur et tu charges l'automate. Quand tout va bien, que vous ne devez pas attendre une période d'arrêt ou quoi, c'est 5 minutes. Vous reprenez la même philosophie avec un régulateur climatique ou électronique analogique. Ah, je mettrais bien un régulateur en feed-forward. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à prévoir de la place pour aller mettre une nouvelle carte de régulation électronique ou pneumatique. Il faut l'avoir avec vous, il faut aller la câbler dans le reste, parce qu'un feed-forward, il ne suffit pas d'aller faire un plus comme on fait dans un signal digital, parce que les problèmes d'anti-winder, il y a plein de bazar à régler qui sont très faciles à régler en digital, qui avec les vieilles technologies analogiques, pneumatiques et électroniques étaient une catastrophe. Donc, quels sont les gros intérêts que vous avez maintenant? C'est en gros un peu la solution du lâche, mais franchement, ça sauve souvent la vie. Putain, j'avais oublié ça. Tac, 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 c'est fait. Avant, c'était pas ça. C'était putain, j'avais oublié ça. Bon, ben, on est prêt pour attendre 2 mois avant de démarrer l'installation, avec tous les impacts que ça a. Parce qu'on a oublié de faire ça, il faut recommander ça, il faut préparer ça, etc. C'est un impact énorme sur la flexibilité. C'est vraiment ça, un des gros avantages des systèmes numériques dedans, maintenant, c'est que c'est extrêmement flexible. C'est pas un point qui est mis sur ce slide-ci. Pour moi, c'est le premier dedans, c'est que c'est extrêmement flexible pour les changements de paramètres et changements de structure de réglage. Changement de structure de réglage, c'est évident, je viens vous de dire, ah, je voudrais bien rajouter un feed-forward ici, tac, 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 c'est fait. Changement de paramètres, c'est vrai aussi. Hein. Maintenant, vous êtes sur un système de contrôle qui gère 1000 boucles de régulation. Ok, je suis occupé à travailler sur la première boucle de régulation, il y a une interaction avec celle-là, je change le gain de ça, ok, je change le gain de ça, tac, tac, ok, c'est bon. Et vous avez sur un système, un écran, ça peut vous paraître ridicule aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Vous avez un signal, un système, pour lequel vous avez très facilement la consigne de la première boucle de régulation, la mesure, et comme vous savez qu'il y a une interaction avec l'autre boucle de régulation, vous mettez sur le même trend la consigne de la deuxième boucle et la mesure de la deuxième boucle. Et vous avez le faceplate, l'endroit où vous pouvez changer les paramètres de régulation, et vous regardez, je change le gain là-dessus, ça améliore la boucle de régulation 1, ouais, mais les interactions, donc la 2, je l'ai un peu accélérée, du coup je change un peu la 2, et de manière itérative comme ça, on sait très facilement tuner les trucs, parce qu'on a tout dans un système numérique centralisé. Encore une fois, je refais la même chose dans mon système pneumatique. Il y a 50, 60 ans, vous étiez sur un mur, c'est très intéressant à voir, vous pouvez regarder, tu pourrais choisir les images, vous aviez des murs grands comme toute cette façade-ci, remplis de régulateurs et d'afficheurs, et il fallait faire, je vais un petit peu augmenter le bien ici, donc, on a l'afficheur pneumatique aussi, donc une petite aiguille et des papiers qui déroulaient,
je fais mon test. Ah merde, ah merde, je suis en train d'étaler la régulation là-bas. Je vais aller diminuer le T ici. Et du coup, je ne sais pas ce qui se passe là. Du coup, pendant ce temps-là, je n'ai pas bien vu. C'était une horreur. Hein. Quand je dis, mais non, je mets 2 signaux là, tac, tac, j'ai ça. C'est confortable à fond. Donc, c'est vraiment flexible en termes d'utilisation pour le tuning et les changements de structure de réglage. Donc, ça, c'est fondamental pour tout ce qui est régulation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi? Parce qu'on a mis maintenant plein de fonctionnalités là-dedans qui avant n'existaient pas ou étaient faites ailleurs. C'est tout ce qui est la gestion d'alarme. C'est le même système maintenant qui va vous envoyer les alarmes sur l'écran, qui va pouvoir les enregistrer dans une base de données, qui va pouvoir vous ressortir des statistiques de manière à pouvoir voir que, ben justement, la déviation autour de la consigne dont on parlait tout à l'heure, eh bien, je vais faire une routine qui va être dans la base de données et sortir par jour, depuis 1 an, quelle est la variance autour de ma consigne et pouvoir voir si ma régulation se dégrade au fur et à mesure du temps. Pouvoir voir si ma régulation se dégrade en fonction de quoi, qui est très intéressant aussi. Et voir que la régulation se comporte différemment. Ça peut être en fonction du temps ou le cardigan vert et vert. Ça s'appelle encore un cardigan. C'est de ça que tu parlais? Non. J'entendais que tu lui disais, attends, ça s'appelle plus. Tu lui disais quoi? Ça va bien avec ce qu'on était? Ah, là, c'est vraiment pas la place. Du coup, j'ai perdu le fil. C'est ça. Donc, avantage des systèmes digitaux, on peut par exemple très facilement aller rechercher dans les archives, parce que tout est connecté, et faire un rapport qui tous les jours vous montre la variance, et vous dire, tiens, au fur et à mesure du temps, c'est en train de se dégrader. Et là, on va aller voir, et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une dégradation du régulateur. Donc, c'est le process ou l'organe de réglage qui est en train de se dégrader. Ma question était, tiens, je pourrais aussi remarquer que systématiquement, en fonction de ce que je vous demande de chercher, mais ma variance est plus grande, donc ma régulation est moins bonne dans ce cas-là, et elle est meilleure dans ce cas-là. Ça permet de mettre en évidence quoi? C'est encore la même réponse, elle va souvent arriver. Le système il est en train de changer. Les non-binarités. Et donc en faisant ça, on peut se dire, ah, tiens, en fait, systématiquement, quand je suis à bas débit, j'ai une bonne régulation, et à haut débit, ça se dégrade, il y a plus grande variation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si c'est nécessaire? Ben, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une non-linéarité, avec la physique de la non-linéarité, et en tenir compte pour, typiquement, ce qu'on va appeler dans quelques semaines, faire de l'adaptation de paramètres de régulation en fonction des paramètres du process. Le process a un gain qui change avec le point de fonctionnement. C'est naturel de changer le gain du régulateur en fonction du point de fonctionnement pour tenir compte de la non-linéarité. C'est ce qu'on va faire en français. On appelle ça la programmation de gain. On n'utilise jamais le terme français. On appelle ça du gain scheduling. On va changer les paramètres de régulation en fonction de. Parfois, dans certains cas, la régulation par hydraulique pneumatique, c'est meilleur que la régulation actuelle. Alors, la régulation n'est plus jamais, à quelques exceptions près, hydraulique ou pneumatique. À mon avis, tu penses à autre chose. Qu'est-ce qui est hydraulique ou pneumatique? L'actionneur. Donc, si tu fais allusion au fait qu'un actionneur hydraulique est beaucoup plus rapide qu'un actionneur pneumatique, c'est vrai. C'est pour ça que, par exemple, sur une turbine à vapeur, les vannes de réglage critiques, donc celles d'alimentation de vapeur, qui doivent absolument se fermer le plus vite possible, elles vont être hydrauliques parce qu'elles sont très rapides, les pneumatiques sont un petit peu plus lents, et les électriques sont connus pour être beaucoup plus lents. Donc là, on parle effectivement de différence, mais quand tu parles de régulation, pneumatique ou hydraulique, c'est quasiment plus. Donc, non, mais je compare ça, comparé à avant. Genre, parfois c'était plus fiable d'avoir ça que. Je prends l'exemple des avions de chasse. Genre sur le SR-71, c'était une régulation hydraulique. Actuellement sur l'X-35, c'est digital. Ouais, on passe de plus en plus au all-by-wire, donc on a de moins en moins d'actionneurs hydrauliques. Et du coup, Et on passe de plus en plus vers des actionneurs c'est moins électriques. fiable. Donc ce qu'il y a, c'est qu'avant, on considérait que l'électrique était moins fiable que l'hydraulique. Parce que pour l'hydraulique, on disait que si les durites, les tuyaux étaient assez solides, il ne pouvait rien se passer. Et qu'on n'était pas soumis à un composant électrique. Donc ça, c'est la vieille philosophie de l'aviation qui n'avait pas confiance dans le composant électronique, parce que c'était nouveau, parce que c'est des applications critiques, et surtout que, parce que si on a un problème en haut, on n'a pas, il ne suffit pas de repasser en manu pour le cesser. Et il y a une autre raison pour laquelle c'est plus critique les composants électroniques dans l'aviation ou au sol, c'est quoi? Non.
Température de pression, on peut les gérer facilement. Le changement d'air. Non? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les composants électroniques en altitude? On peut brouiller Non? Ah, ben, c'est sûr. Les rayons ionisants du soleil qui font que votre CPU, qui marche très très bien au sol, vous la prenez dans un avion et de temps en temps, sans aucune raison, votre bip qui était à 1, paf, il passe à 0. Ben, dans une régulation, c'est catastrophique évidemment. Et donc, c'est pour ça que dans les applications critiques, que ce soit sur Terre ou en spatial, on favorisait tout ce qui était pneumatique ou hydraulique. Mais le choix entre les deux, c'est plutôt parce que c'est parce que l'hydraulique, il y a la force également. Donc quand on dit qu'on travaille en pneumatique en 3, 15 PSI, on transmet le signal, mais ce n'est pas l'énergie du signal qui va actionner la vanne. Elle a encore besoin d'énergie locale propre. Si elle est air comprimé, elle a besoin de sa propre alimentation d'air comprimé, parce que c'est comme le 420 milli. Le 420 milli, c'est un signal électrique. Mais ce n'est pas lui qui va faire tourner votre moteur. Vous n'allez jamais brancher le 420 milli pour alimenter la bobine de votre moteur. Donc la différence entre pneumatique et hydraulique dont tu parles, c'est parce que là, le signal est directement la puissance. Et donc on avait le compresseur hydraulique qui était unique ou redondant et qui envoyait directement la bonne quantité d'huile, la bonne pression d'huile qui permettait d'actionner directement les vannes. Et donc c'était à la fois contrôle et actionneur. Et maintenant, on commence à avoir plus confiance dans les composants électroniques. Et donc ça coûte beaucoup moins cher de passer à de l'électrique. Avant, c'était de l'électrique analogique. Maintenant, les aviateurs font de l'électrique numérique. On retrouve dans les avions des bus de terrain qui sont, je ne veux pas dire les mêmes que ce qu'on a sur le sol, j'y connais rien, mais les technologies sont utilisées sur les mêmes. Donc on se rapproche maintenant de ce qu'on a sur Terre, où on va avoir des vannes électriques, ce qu'on n'avait pas avant. Régulateur, digital, transfert d'informations électriques, actionneur électrique, ce qu'on n'avait certainement pas dans les avions il y a 20-30 ans. Ce qui nous a fait encore une belle digression. Ouais. Comme une belle digression, mais c'est il faut retrouver plus de terrain. Ça, c'est le câblage entre des bus, des choses comme ça. Oui, bus de terrain, c'est un réseau de communication numérique, quoi. Donc vous avez, quand je parlais des entrées-sorties déportées, vous avez du 420 milli de code analogique sur un rack avec 20 entrées 420 milli, et de l'autre côté de 420 milli, vous êtes sur un bus de terrain avec un réseau de communication style Ethernet qui superpose là-dessus plein de signaux, la conversion digitale des signaux 420 milli, mais aussi les configurations de cartes, les gestions de perte de signaux, etc. Donc, quand on parle de bus de terrain en automatique industrielle, c'est un réseau de communication. Du coup, je devais en mettre quelque part lié à ça. C'est ça. L'avantage du système numérique, c'est vraiment ça. C'est très flexible pour faire des modifications, change des paramètres ou des structures de réglage, c'est vraiment fondamental. Et puis on a un système pour lequel tout est maintenant dans un seul système. Je vous disais, l'historisation, vous êtes occupé sur un seul système et vous dites, je préfère voir la régulation d'il y a 15 jours. Mais en 3 clics, vous avez sur votre écran ce qui avait été enregistré dans la base de données il y a 15 jours, et vous pouvez zoomer, changer et tout. Ça vous paraît ridicule aujourd'hui, hein. Mais remettez-vous dans le contexte pneumatique. Comment est-ce qu'on faisait ça à l'époque? C'est toujours intéressant d'avoir l'historique du truc. Pas écrire. Sur un papier, c'est les bandes, comment est-ce qu'on appelle ça, les bandes, merde, on appelle ça les stylets, stylo. Non, juste comment est-ce qu'on appelle ça, une bande enregistreuse, et donc on avait un gros rouleau à chiottes, un gros rouleau de papier à chiottes, qui n'était pas le papier à chiottes, mais c'était un gros rouleau, sur lequel il y avait des grilles de manière à ce qu'on puisse bien s'y retrouver, qui tournait en permanence à une vitesse constante, pour lequel on avait des plumes qui étaient connectées à un petit réservoir d'encre. Comme ça, on avait plusieurs plumes, 4, 5, 6 plumes de couleurs différentes, connectées à un réservoir d'encre, et ces plumes bougeaient en fonction d'un signal de pression qu'elles recevaient et qui était câblé au capteur. Et donc, c'est un truc qui était obligatoire légalement parce qu'il fallait prouver ce qui s'était passé quand il y avait eu un incident. Et donc, ces bandes, une fois qu'elles étaient finies, on les gardait encore comme preuve de ce qui s'était passé comme historique. Et donc, aujourd'hui, l'historique, on va dans la base de données, on a tout à l'écran. Avant, il fallait chercher le bon rouleau. Je l'ai encore fait, je peux parler d'un vieux monde. Il faut aller dans le tiroir, novembre 83. Le premier, c'est la première semaine. On déroule le truc jusqu'à ce qu'on trouve le bon jour, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne heure. Et là, on voit, ah oui, ils avaient fait ce test-là ce jour-là.
Ouais, pour moi, c'est un peu trop, il y a un peu trop de dépassement, je vais un petit peu diluer le gain. C'est horrible, hein. Aujourd'hui, c'est 2 clics, c'est beaucoup plus confortable. Grâce au système numérique, vous n'avez plus que la partie marrante de la régulation, et la partie plus embêtante, mais on l'a heureusement virée, donc c'est vraiment fondamental. Donc la partie alarme, la partie archivage, sortir des rapports, sortir des analyses de qualité de régulation. Et je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait par rapport à ceci. Oui, et il y a également ce qu'on appelle le SCADA qui est un autre synonyme pour une interface machine, donc les écrans de l'opérateur. Encore une fois, quand tout était en automatique, l'écran de l'opérateur, c'est ce qu'on appelait à l'époque le mur, et l'écran de l'opérateur, c'était des petites loupiottes qui étaient allumées ou éteintes, et des barres, des fumètres, des aiguilles qui étaient connectées au régulateur automatique. C'était ça, avec ça que l'opérateur pilotait l'installation sur un mur, et puis ça arrivait sur un pupitre, on essaie des trucs fondamentaux, donc garder sur le mur les régulations moins importantes. Mais c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, tout est sur un système, c'est flexible, on peut beaucoup mieux comprendre ce qui se passe avec un bon synoptique, etc. etc., etc. Voilà qui finit ce qu'on avait déjà discuté. Ça, on en a parlé, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé aussi, c'est tellement important que je veux revenir dessus pour juste le reciter. On a dit jusqu'ici ce qu'on attendait du groupe de régulation en se focalisant principalement sur le fait de diminuer la variance. En fait, ça cache le fait qu'on va améliorer la réjection de perturbation. On l'a déjà dit, mais si tout va bien, je vais regarder 5 fois par cours. Il y a 2 objectifs principaux, les connaissez, c'est suite, consigne et réjection de perturbation. C'est normalement dans votre cahier des charges. À la limite, si on vous demande de faire une régulation, si votre chef, votre collègue, votre client vous dit est-ce que tu veux bien réguler ça, vous ne faites rien pour lui dire mais qu'est-ce que tu veux. Si c'est juste passer en boucle fermée, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc là, on revient sur les objectifs qu'il faut définir dans le cahier des charges, qui étaient quoi? Ça commençait par, en gras, La stabilité. vous le tatouez sur le fesse. La stabilité. Stabilité, et puis on arrive sur les performances dynamiques, temps de réponse, dépassement, et puis on arrive sur la partie erreur de modélisation acceptée, donc la partie robustesse, et puis on arrive sur la partie compromis avec l'agressivité de l'organe de réglage. Ça, c'est vraiment les 5 trucs, dans la 6 sur Mobile 1, il y a une répétition, c'est vraiment les 5 trucs pour lesquels on doit être clair dans sa tête avant d'attaquer la régulation. Le but, c'est juste de dire que je fais le truc, ben voilà, c'est en boucle fermée. C'est vrai, bricolage. Il faut savoir ce que vous avez besoin de tenir. Donc, principalement la réduction de perturbation, et on vous remet ici un truc intéressant finalement, c'est que si on n'avait que de la réjection de perturbation, ben, alors on pourrait ne pas utiliser de feedback qui va arriver après dans la logique. Ouais, je sais pas. Il faut apporter une nuance à ça. Est-ce que si vous n'aviez pas de perturbation, vous pourriez vous passer d'un feedback? Donc pas de perturbation, ça veut dire que votre système vit sa vie sans être emmerdé. Est-ce que vous pourriez dire que du coup il n'y a pas besoin de feedback? Oui, c'est vrai, mais il y a un cas bien plus critique que ça. Oui, c'est ça. Il y a un cas bien plus critique que ça, pour lequel on a besoin d'un feedback pour la deuxième raison. Donc, je vais en arriver ici à dire qu'on a l'air de ne pas avoir de besoin de feedback, c'est ce qui est écrit ici, si on n'a pas de perturbation. C'est vrai que le feedback a 2 raisons d'être, au moins 2. C'est 1, faire la réjection des perturbations. Alors, on va parler de perturbations endogènes ou exogènes. Là-dedans, on met. Ah, pardon. Je crois que c'était pour endogène, exogène. On utilise des mots. Je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine passée, parce que je répète tellement souvent ce truc-là, ou c'est clé, je ne sais pas. Donc on parle de perturbations endogènes ou exogènes. Perturbations exogènes sont des perturbations externes. C'est la température extérieure de chute. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment perturber ton système. Donc perturbation endogène, donc à l'intérieur, ça veut dire quoi à votre avis? On en a parlé. C'est une perturbation interne, c'est l'erreur de modélisation, l'imperfection de la connaissance du système. Donc quand on parle de perturbation, souvent ça signifie les 2. La perturbation extérieure ou l'erreur de modélisation. C'est vu comme étant une perturbation. Et donc je reviens à ce dont on est en train de parler ici. Le feedback a comme rôle de rejeter les perturbations extérieures ou intérieures. C'est vrai? Et donc on peut dire ici cette phrase: si je n'ai pas de perturbation, je n'ai pas besoin de feedback, j'utiliserai qu'un feed forward.
mais il faut mettre une hypothèse là-dessus. Il y a quand même un truc pour lequel j'ai besoin d'un feedback, et c'est la deuxième raison d'être du feedback. Je vais prendre voilà. Oui, C'est pas parce que c'est des processus dynamiques et du coup il y a une certaine. Enfin, on fatigue les organes de réglage et du coup avec le temps ils finissent par s'user. ça c'est du chichi. C'est pas faux, mais c'est du chichi par rapport à l'éléphant dans la pièce. Exactement. La boucle fermée, le feedback, s'il y a un truc à vous tatouer sur la deuxième fesse, c'est ça. C'est indispensable pour rejeter les perturbations. Et donc c'est vrai que si on n'en a pas, on pourrait dire qu'on pourrait ne pas utiliser le feedback. Mais son deuxième rôle, c'est de stabiliser les systèmes naturellement instables. Donc ça revient à ma remarque de tout à l'heure. L'opérateur, s'il est occupé à piloter un process en manu, si le process est naturellement stable, il va aller se stabiliser, pas sur la consigne, il vit avec si on est en manu. Si le process, si l'opérateur est en train de piloter un système instable en mode manuel, donc il n'y a pas de boucle fermée, c'est la cata, parce qu'à chaque fois il se dévie, donc l'opérateur doit à chaque fois réintervenir. Donc le rôle du feedback, vous le savez plus loin, mais vraiment vous le connaissez déjà, il faut vraiment le tatouer, le double, réjection de perturbations, externes ou internes, et stabiliser les systèmes naturellement instables. Donc ici, ceci est vrai, mais il y a encore un petit truc à nuancer. Donc quels sont les objectifs du feedback? Si on a des perturbations, il va rejeter les perturbations, endogènes ou exogènes, ou est-ce que c'est le terme endogène ou exogène? C'est bien un petit peu autrement ici. Perturbations internes ou externes. Comment est-ce que c'est exprimé ici? Ça le lien avec ce que je dis. Les perturbations endogènes ou internes, c'est quoi? C'est le? Les erreurs de utilisation. Oui, c'est pas ici. Changement dans le process. Changement de process, ça veut dire erreur de modélisation. Le process était quelque chose aujourd'hui, et puis demain, parce que le coefficient de frottement a changé, parce que je sais pas quoi, il n'est plus le même. Donc changement de process, ça veut dire je suppose toujours que mon modèle n'est pas correct. Même si c'est vrai aujourd'hui, ça ne sera pas vrai demain. Donc on va toujours faire l'hypothèse qu'il n'est pas correct. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de notre feedback. Donc changement des propriétés d'alimentation au feedstock, c'est les perturbations extérieures. Ambient, changement ambiant, c'est perturbations extérieures. Et bruit de mesure, on va y arriver après. Donc réjection de perturbation. Et alors, le suivi de consigne, ça c'est quand vous avez besoin d'une variation de consigne. Et bizarrement, c'est souvent ce qu'on utilise le plus quand on fait la synthèse d'un régulateur, parce que c'est vachement excitant de pouvoir faire une variation de consigne et voir que tout suit. En industrie, on a environ 20% des applications de régulation pour lesquelles la préoccupation finale est de faire une variation de consigne. Donc 80% des applications, en réalité, la consigne est constante et on doit juste faire de la réjection de perturbation. Ma température vapeur, je veux toujours qu'elle soit le plus haute possible sans dépasser la limite linéaire. Et dans 80% des applications, c'est ça. Donc, suite consigne, on en a quand même besoin. Pourquoi? Parce que si je reprends mon domaine des installations électriques, j'ai évidemment des boucles pour lesquelles j'ai besoin de suite consigne et d'autres pas. Celles pour lesquelles j'en ai pas besoin, c'est le niveau dans mes tanks. Là, je sais que ça doit être constant. Je sais que la pression, elle va être toujours à telle valeur pour optimiser le rendement, etc. Mais dans une centrale électrique, c'est la consigne de poids que j'ai besoin qu'elle soit variable. Et donc j'aurais besoin de regarder la qualité de ma régulation ensuite consigne pour quel type de variable. La puissance électrique. Le but de la centrale, c'est de suivre une consigne qui vient du gestionnaire de réseau. Et il y a, même s'il y a un intermédiaire entre les deux, on va dire à la centrale, maintenant tu passes de 500 à 900 MW. Et il faut le faire avec la bonne vitesse. J'ai une dynamique ensuite consigne qui est imposée. Sinon, à la fin du mois, je reçois un rapport de chez Eliade qui dit vous avez, enfin, c'est mon client, qui dit là, vous avez été trop lent. Donc, vous avez un écart de réglage pendant autant de temps, et bien voilà la pénalité que vous avez. Là, c'est une pénalité financière, parce qu'elle cache en fait un problème technique de gestion du réseau qu'Eliade aurait répercuté de manière financière. Le problème est technique, on doit avoir un bon suivi de consigne. Donc, vous avez dans toutes les installations des boucles de régulation qui sont plutôt dédiées à faire du suivi de consigne, qui sont plutôt dédiées à faire de la réjection de perturbation. Si c'est l'un ou l'autre, et quel est le lien avec ma remarque de tout à l'heure, si c'est l'un ou l'autre, faire les deux. si c'est l'un ou l'autre, on peut alors avoir un régulateur à 1 degré de liberté, pour lequel on va faire un tuning qui ça vient pour l'un et pas pour l'autre, et l'autre pour l'un et pas pour l'autre. Par contre, si vous avez une boucle de régulation qui donne bonne durée 2, on doit leur passer des régulateurs à 2 degrés de liberté. C'est pas compliqué du tout. On va en parler. Il suffit de rajouter 1 ou 2 paramètres. Quand on va discuter, pas aujourd'hui, de petits paramètres B de régulateur, vous allez voir que c'est de ça dont on parle.
J'avais prévu de faire 100 pages aujourd'hui, j'en ai fait 12. Mais on avance quand même. Du coup, est-ce que j'ai fini ceci? Tac, 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 tac. Oui, alors un autre but de la régulation, pour de nouveau venir sur ces aspects de non-linéarité, c'est fondamental. Parce que dans tout ce qu'on fait en régulation, quand on utilise des outils d'analyse de système, d'analyse de régulation, on va quasiment toujours faire l'hypothèse que le système est linéaire. Et donc, c'est aussi un but de la régulation. Quand on dit qu'on doit rester proche de la consigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester proche du point de fonctionnement. Parce que si vous avez une régulation qui est lâche, c'est-à-dire que votre consigne est là, mais elle a une transitoire où elle va à taux, où elle s'éloigne du point de fonctionnement. Autrement dit, elle rentre dans d'autres points de fonctionnement. Et là, la régulation va être d'autant plus mauvaise. Donc l'hypothèse de linéarité qu'on adore faire, elle est aussi vraie à condition que je tienne bien ma consigne. Donc c'est aussi un rôle du feedback, c'est d'essayer de bien tenir la consigne pour avoir moins de problèmes liés aux non-linéarités. Et je vais arrêter ici parce que ce serait une bonne manière de recommencer la fois prochaine. Est-ce que c'est clair? Donc je peux paraître un peu déstructuré, mais